Voilà, la fameuse vidéo sur le soulevé de terre dos rond. Alors déjà, on va placer un petit peu le contexte. On parle de sport, donc musculation principalement, mais aussi strongman, powerlifting, haltérophilie. On part aussi du principe qu'on n'a pas de problème de dos et que le dos est en parfaite santé, comme l'a expliqué Major Mouvement dans une de ses vidéos, dont je mettrai le lien dans la description de ma vidéo. Si on a déjà le dos niqué, peut-être que oui, arrondir le dos, ça peut peut-être soulager la douleur. Mais c'est pas le sujet de ma vidéo. Donc si tu arrondis le bas du dos en ramassant tes clés que t'as fait tomber par terre, on s'en fout. Si t'arrondis le dos en ramassant tes courses et que tu fais une petite marche du fermé sur 10 mètres, c'est pas grave. Sauf si t'es un zététicien d'une quarantaine d'années skinny fat qui n'a absolument rien à foutre dans le débat, ouais, toi, il faut que tu fasses gaffe. Surtout quand on apporte des conseils pareils. Ne faites pas des sports où il y a un risque de lésion, évidemment. Quand il y a un risque de rond, dos plat, bah le faites pas. En même temps, quand tu vois la taille des avant-bras, des bras, et quand l'articulation de l'épaule sort du t-shirt, ouais, le sport, on va dire que c'est pas trop son truc. Vous allez me dire c'est un coup bas, c'est un coup en dessous de la ceinture. Il faut être un minimum crédible, je suis désolé. C'est pas parce qu'on est doctorant, qu'on a le niveau doctorant, qu'on peut se permettre de parler de tout. Si ça n'est pas ton domaine de compétence, tu fermes ta gueule. J'ai aucune légitimité pour parler de littérature, de poésie ou de physique quantique. C'est tout. Geek and Fit, lui, au moins, il a le mérite de pratiquer un peu. Bon, alors le but, c'est pas de faire du clash tout le long de la vidéo, mais au bout d'un moment, quand c'est pas ton domaine de compétence, n'affirme rien du tout. Le but de ma vidéo, et en plus de ça, vous le savez, c'est pas mon genre, c'est pas de me baser sur des études ou quoi que ce soit, c'est d'apporter du bon sens, de la logique, et aussi des vraies solutions. Bon, le centre du débat du soulevé de terre de ronde, ce sont les disques intervertébraux, leur capacité à s'adapter à un certain effort et à certaines contraintes. On sait que les disques intervertébraux sont très peu vascularisés, et donc que leur capacité adaptative est très très faible comparée aux muscles, aux tendons et aux ligaments. L'adaptation fonctionnelle et la surcompensation de muscles prend environ une semaine, les tendons c'est de 8 à 10 semaines. Et pour les disques intervertébraux, eh ben on ne sait pas. Donc, vu qu'on ne le sait pas, pourquoi préconiser un certain type d'exécution, surtout si cette exécution peut être très dangereuse et causer des dégâts irréversibles sur les disques? Pourquoi? Je pose la question. Il y a un petit débat dans le débat, donc qui est le volume d'entraînement avec l'intensité d'entraînement. Mais l'exécution est super importante. Si on cumule un gros volume d'entraînement avec une grosse intensité et une exécution de merde, on va à la catastrophe. Le problème, c'est pas le volume d'entraînement ou l'intensité, c'est l'exécution. On va parler brièvement de l'étude de Foss de 2012 qui parle d'aviron, de course d'orientation et de ski de fond par rapport au risque de développer les pathologies de bas du dos. C'est cette étude qui est utilisée majoritairement par le camp du dos rond, alors qu'on est très loin des sports d'explosivité qui sont l'haltérophilie, le powerlifting ou le strongman. Là, on est sur des sports d'endurance. Mais pas grave, passons. Parce que cette étude nous montre que la course d'orientation et le ski de fond ne développent pas plus que ça de problèmes de bas du dos. Par contre, l'aviron, c'est dans la conclusion de l'étude, si ça développe beaucoup plus de pathologies de bas du dos. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas d'arrondir énormément le bas du dos sur un mouvement explosif répété. Donc encore une fois, l'étude nous prouve que le problème c'est l'exécution du mouvement. Un petit mot aussi sur la médecine du travail, parce qu'un des arguments qui est avancé par nos chers amis du dos rond, encore une fois, c'est que la médecine du travail a dépensé tant d'argent sur une période donnée, et que les gens ont toujours autant mal au dos, voire un peu plus. Sauf que l'étude qu'ils utilisent, c'est une étude qui prend en compte toute la population, donc notre population en Europe est vieillissante, et on sait très bien que plus on vieillit, plus on a mal au dos. Quand l'étude est réalisée sur les populations actives, eh ben on se rend compte que les gens ont de moins en moins mal au dos. Ça nous montre aussi que ces gens-là n'ont jamais réellement fait de travail manuel de leur vie, parce que pour avoir travaillé en maçonnerie, en toiture, en manutention dans des usines de chaudronnerie, et dans des magasins de bricolage là où il faut porter des choses très lourdes, quand je prenais un peu trop de temps pour me placer correctement et pas me faire mal, les chefs d'équipe ou les patrons me disaient « Jeune, on n'a pas le temps de travailler comme ça ici !» Le problème, c'est pas les consignes de la médecine du travail, c'est les travailleurs. Ils en ont absolument rien à foutre, donc ils finissent par se niquer le bas du dos. Et encore une fois, le problème, c'est donc l'exécution des mouvements. Jean-Philippe Deneville, qui est passé dans le podcast de biomécanique, je vous mettrai le lien aussi de ce podcast dans la description de la vidéo, très intéressant, qui est quelqu'un qui a fait sa thèse sur l'adaptation des disques intervertébraux. Donc d'un côté, on a quelqu'un qui est vraiment un spécialiste et qui a fait vraiment ses études là-dessus, contre des gens qui ont passé les mêmes diplômes que moi, des BPGEPS, voire qui ont fait STAPS, ou bien un docteur en biologie végétale, et qui ne sont pas d'accord avec un de ces spécialistes. Mais des spécialistes qui vous disent qu'il ne faut pas arrondir le bas du dos avec des charges lourdes, il y en a plein. Donc Jean-Philippe Deneville, dans le podcast, à un moment, il dit quelque chose que j'ai trouvé très pertinent et qui est d'une logique implacable, c'est ce qu'on appelle l'épreuve du temps. On n'est pas censé être trop con, même si j'ai de plus en plus de doutes là-dessus, donc on fait quelque chose pendant une certaine période. Si on voit que ça marche,
on continue et on améliore. Et si jamais ça ne marche pas, on arrête et on change tout. Donc pourquoi est-ce que ça fait plus de 100 ans que dans les sports de force, on fait chier tous les pratiquants à garder le dos le plus droit possible? Pourquoi? Parce que ça marche. Et un mouvement qui n'a pas passé l'épreuve du temps en haltérophilie, c'est le développé debout. C'était le 3e mouvement, donc en haltérophilie, aujourd'hui vous avez l'arraché et l'épaulé jeté, mais avant, il y avait le développé debout. Ils l'ont arrêté parce qu'ils se sont aperçus que c'était un enculeur de colonne vertébrale. Quand vous voyez les mecs faire, c'était presque du développé couché debout. C'était très impressionnant. Donc ça nous prouve quoi? Qu'une hyperextension, c'est comme une hyperflexion. C'est mauvais et on en revient toujours à ma fameuse exécution. Donc, maintenant, on va parler de la fameuse expérience personnelle. Donc, selon la zététique, les expériences personnelles ne comptent pas. Malgré que des milliers de gens se soient niqués le bas du dos en arrondissant sur la fatigue, moi y compris. Donc les expériences personnelles ne comptent pas. Mais par contre, prendre l'expérience personnelle d'un champion de powerlifting qui est Lamar Gantz pour infirmer la règle, ça oui, ça fonctionne très bien. Sauf que déjà, Lamar Gantz a une morphologie qui est vraiment très atypique. Le mec a un buste très court, des jambes relativement courtes pour sa taille et des bras très longs. De plus, il a une scoliose qui lui tasse un petit peu le buste, donc il a une amplitude parfaite pour le soulevé de terre. Et quand on regarde les photos et les vidéos de Lamar Gantz qui sont de 3/4 face, eh ben, on s'aperçoit, oui, qu'il arrondit énormément le haut du dos, mais pas du tout le bas du dos. C'est tout simplement un effet d'optique qui est dû premièrement au pincement et au grand dorsal qui ressort plus avec la ceinture de force, et la ceinture de force qui, selon l'angle, rajoute une forte épaisseur au niveau du bas du dos et qui peut donner l'impression qu'il a arrondi. Et quand on regarde Lamar Gantz se placer pour son soulevé de terre, il se place exactement comme un haltérophile qui va faire son épaulé jeté. Donc si le mec n'a pas la volonté de garder son dos droit, pourquoi est-ce qu'il se place comme ça? Et avec Edgy Hall, on a un effet d'optique similaire qui est encore plus décuplé, parce que Edgy Hall est quelqu'un de petit pour un strongman, il est énorme, et pardonnez-moi l'expression, il a un gros cul et il a du bide, donc oui, on peut avoir l'impression qu'il arrondit le bas du dos, mais pas du tout, d'autant plus que les strongmen en général ont une double ceinture, donc ça accentue encore énormément l'épaisseur au niveau du bas du dos, et qui peut créer encore plus cet effet d'optique. Vous pensez réellement qu'on peut soulever 500 kg en ayant une mauvaise technique? Vraiment, vous êtes sérieux? Quand j'en vois certains faire du curl Jefferson lourd, pour dire si on peut faire du soulevé de terre dos rond, c'est quoi le putain de rapport? Le soulevé de terre est un mouvement vraiment précis, un mouvement de compétition. Le curl Jefferson est un mouvement de renforcement musculaire des érecteurs du rachis. Au bout d'un moment, quand ça fait presque 10 ans que tu pratiques ce sport et que t'es pas foutu de faire cette putain de différence, arrête. Maintenant, je vais vous parler d'un autre mouvement qui a été banni de la plupart des salles de musculation, mais qu'on retrouve beaucoup dans le strongman, dans le powerlifting et dans l'haltérophilie, c'est le good morning. Le good morning reproduit exactement le même mouvement que le soulevé de terre roumain, sauf qu'on court-circuite le travail du grand dorsal, des trapèzes, des rhomboïdes et des bras parce qu'on a la barre sur les épaules. Pourquoi il a été banni ce mouvement? Parce que les gens essayaient de mettre trop lourd, ils faisaient de l'ego lift et ils finissaient par se baiser le bas du dos parce qu'ils arrondissaient le bas du dos. Voilà, tout simplement. Quand l'exécution du mouvement est correcte, on ne craint absolument rien. Parce que quand votre bas du dos est visuellement droit, vous avez déjà à peu près 20 à 30 degrés de flexion selon votre morphologie. Quand vous avez le bas du dos arrondi, vous dépassez les 50 degrés de flexion. Donc imaginez avec des charges proches de votre maxi. Vous allez me dire, ouais ok, mais tout ça c'est de la broscience, c'est de la brologie. Bon alors déjà, la broscience et la brologie, ce sont des nouveaux termes pour désigner l'empirisme. L'empirisme, c'est l'observation des données de terrain, et de ces données de terrain, on en tire des conclusions. La majorité de ce qu'on fait dans le sport et dans la musculation viennent de l'empirisme. Ça a été confirmé plus tard par la science, mais ça vient de là. Comme l'a dit un préparateur physique de niveau olympique qui a amené plus de 30 athlètes aux Jeux Olympiques, si on attendait après la science pour faire avancer le sport, on en serait encore à l'âge de pierre. Et bizarrement, ce préparateur physique dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé, est d'accord avec le fait qu'arrondir le bas du dos avec des charges lourdes, c'est très mauvais et on court à la blessure de manière inévitable. Ça fait quand même beaucoup de spécialistes, dont c'est le domaine, qui ont 20-30 ans d'expérience, qui sont d'accord avec le fait de ne pas arrondir le bas du dos. Contrairement à des gens qui ont à peine passé des BPGEPS, voire qui ont le niveau STAPS et qui ont même pas 10 ans d'expérience, qui s'acoquinent avec un docteur en biologie végétale, histoire d'avoir un peu plus de crédibilité. C'est vraiment minable. Tout ça pour chercher le buzz et faire des vues. Vous voulez avoir les meilleures performances possibles, il faut que vous soyez en sécurité maximale. Vous ne développerez pas votre plein potentiel si jamais votre corps n'est pas en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va casser avant. Comment faire alors pour faire en sorte que
toute la colonne vertébrale, dont les disques intervertébraux, s'adaptent le mieux possible et en sécurité maximum. Premièrement, c'est de travailler en isométrique sur les mouvements de base qui sont le soulevé de terre, le soulevé de terre jambes tendues, le good morning et même le Z-chair squat. Vous voulez vraiment renforcer votre colonne vertébrale, le squat Z-chair, c'est vraiment fantastique. Vous allez me détester, mais c'est fantastique. Deuxièmement, faire des extensions lombaires et du curl Jefferson pour renforcer vraiment le muscle en utilisant de la contraction volontaire. Et habituer votre colonne vertébrale et les disques intervertébraux à ce mouvement de flexion avec des charges modérées. Comme ça, si jamais un jour ça se présente avec des charges lourdes par accident, eh ben vous limiterez la casse. Et ensuite, vous mettre des charges très lourdes sur la colonne vertébrale. Exemple, du squat en faisant vraiment du squat partiel, mais très très haut dans un rack à squat avec des sécurités vraiment solides. Et en fait, votre colonne vertébrale est vraiment droite et ça travaille énormément vos muscles érecteurs du rachis et vos disques intervertébraux ne risquent rien. Je vais prendre un exemple que tout le monde va comprendre. On prend un cheeseburger. Si votre steak est correctement placé, vous avez beau appuyer dessus, il ne se passera rien. Vous allez écraser le pain et votre burger il sera dégueulasse. C'est tout. Par contre, si votre steak il est légèrement décalé, vous appuyez, il fout le camp. C'est exactement pareil avec vos disques intervertébraux. Si ça fait plus de 100 ans que les haltérophiles les plus forts du monde, les meilleurs powerlifters et les strongman qui ont gagné de nombreuses fois le World Strongest Man gardent le dos le plus droit possible lors de leurs épreuves, ça n'est pas pour rien. Vous ne verrez jamais un haltérophile tirer avec le dos arrondi. Parce que déjà, ça nuit à la performance, il perd totalement son gainage. Et deuxièmement, il va s'exploser la colonne vertébrale. Ça veut pas dire que ces gens-là n'ont jamais arrondi le dos une fois ou deux dans leur carrière. Mais vu qu'ils ont la volonté de garder le dos le plus droit possible, c'est à ça que servent les muscles érecteurs du rachis. C'est une élastique en fait qui tire sur la colonne vertébrale et qui permet de garder cette courbure naturelle. Donc renforcer énormément ces muscles mais de manière intelligente, comme j'ai essayé de vous l'expliquer. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pouce bleu, tout ça, vous connaissez. Si vous voulez me contacter, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.